Julien Alvarez est professeur-chercheur associé au laboratoire de Visu, Université Polytechnique Hauts-de-France, et Cristal, Université de Lille. Il enseigne à l'INSPE Lille Nord-de-France et est également président de l'association Ludosciences. Aujourd'hui, il est venu nous parler de son parcours et du dernier ouvrage paru aux éditions Locaux. Bonjour Julien Alvarez, Bonjour Boris. bienvenue sur le Corpus et dans l'émission d'entrée de jeu. Alors, Mhm. on va commencer sans tarder par une question somme toute classique. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, de manière très simple. Je m'appelle Julien Alvarez. Je suis enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lille. Et ma spécialité, c'est l'étude du jeu sérieux, notamment sous l'angle du jeu vidéo, du jeu numérique au sens large. Je m'intéresse également au phénomène de gamification. Et puis, je travaille également en parallèle pour une société qui s'appelle Immersive Factory et qui est spécialisée dans l'emploi de serious games en réalité virtuelle pour notamment le domaine HSE, hygiène, sécurité, environnement. Alors, vous êtes venu notamment nous parler aujourd'hui d'un ouvrage qui est paru à l'automne aux éditions Locaux, intitulé Serious Game, un carcan ludique, jeux vidéo, travail et instrumentalisation. Pouvez-vous nous dire comment est né ce projet? Alors, le projet, il a mûri de longue date après avoir échangé avec Christiane Voller et Lydia Martin, qui sont les directrices de la collection aux éditions Locaux. Elles avaient déjà fait un premier ouvrage qui s'appelait Distance critique, distance ludique, avec l'idée de questionner le jeu, questionner l'emploi du jeu en entreprise. Et elles m'ont demandé donc de faire ce deuxième opus qui, lui, se focalisait davantage sur l'aspect jeu vidéo d'une part, et puis aussi avec un regard plus orienté sur les interrogations sur l'emploi, l'instrumentalisation du jeu en entreprise, et puis les contre-effets qu'on peut obtenir. Alors les contre-effets, qu'est-ce que c'est? On souhaite faire peut-être le bien autour de soi. On veut par exemple faire du team building pour fédérer les équipes au sein de l'entreprise. Et peut-être que l'emploi du jeu va amener d'autres résultats qui sont à l'opposé de ce qui était attendu. Et donc, ces phénomènes-là étaient pour moi intéressants à questionner et c'est ce qu'on aborde notamment dans cet ouvrage. Alors, je vous propose à présent de plonger davantage dans les questions centrales de l'ouvrage, que vous avez d'ailleurs commencé à aborder. Quelles problématiques générales avez-vous souhaité interroger et quels sont les concepts clés que vous avez sollicités dans le livre? Oui, alors de manière simple, la question clé qui est abordée dans l'ouvrage, c'est la notion finalement de liberté dans l'emploi du jeu. Souvent, cette notion de liberté est questionnée, puisqu'on nous dit, certains auteurs comme Gilles Brougère par exemple, ou Roger Caillois parlent, ou Colas Duflot également, associe la notion de liberté ou la possibilité de s'engager librement dans cette activité de jeu. Et la question, c'est est-ce que on est si libre que ça quand on s'engage dans du jeu, surtout quand on est dans le contexte d'une entreprise où en fait il y a des mises en tension entre le fait d'être un employé et puis de devoir rendre des comptes à ses subordonnés ou à ses collaborateurs ou à ses managers. Et donc à partir de là, la question c'est est-ce que cette notion de liberté tient toujours la route dans ce contexte-là? Ce qui nous amène aussi à interroger un autre aspect. Si la notion de liberté n'est plus là, est-ce qu'on est toujours face à du jeu? Ça aussi, c'est une autre question. Donc, ça nous amène, in fine, à venir interroger le jeu sérieux d'un côté, le jeu de l'autre. Est-ce qu'il s'agit de la même chose ou est-ce qu'il s'agit de deux objets distincts? Vous me tendez la perche pour la prochaine question. Euh, Quelle place aurait l'instrumentalisation du travail dans l'ouvrage? Je crois que c'est un élément important dans votre propos. Alors, justement, voilà, vous mettez le doigt effectivement sur une interrogation principale de l'ouvrage, c'est-à-dire qu'à partir du moment
où on a Pierre Rabardel qui nous parle d'instrumentaliser. Alors, instrumentaliser dans son esprit, ça veut dire que vous prenez un objet, un outil qui a été fabriqué, par exemple un couteau de cuisine, et rien n'empêche quelqu'un de prendre ce couteau de cuisine pour en faire un tournevis, parce qu'il en a besoin à un moment donné, il n'a pas de tournevis sous la main. Donc là, on parle d'une instrumentalisation, c'est-à-dire que chacun d'entre nous pouvons détourner des objets de leur usage principal ou de l'usage qui avait été imaginé, on va dire, par leur concepteur pour en faire autre chose. Et de la même manière, on peut prendre un jeu vidéo, et l'instrumentaliser en tant qu'utilisateur pour y voir ou pour y faire peut-être des expériences, des explorations qui n'avaient pas été du tout prévues par les auteurs. Alors, à partir de là, on voit qu'il y a des instrumentalisations de différents types. L'instrumentalisation qui est peut-être opérée de manière fortuite, sans véritable objectif ou sans véritable intention initiale, et puis les instrumentalisations qui visent à asseoir peut-être une forme de domination qui peut être opérée par certains acteurs. Alors ça peut être sur le plan politique, ça peut être sur le plan du management, avec l'idée de faire descendre peut-être au niveau des collaborateurs une stratégie qu'on va essayer de faire comprendre à travers une activité ludique. Et donc, derrière cette activité de jeu qui est proposée, il y a derrière une intention. Et en ce sens, on instrumentalise également le jeu. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que ces formes d'instrumentalisation viennent brouiller la frontière entre le jeu et le jeu sérieux? Encore une fois, c'est là où l'ouvrage essaye de tirer les choses au clair, essaye de dessiner des frontières entre ces deux aspects, le jeu et le jeu sérieux, avec une exploration qui est menée donc dans ce monde du travail et des exemples concrets qui nous permettent d'imager, de contextualiser le propos. Merci. Alors, est-ce qu'il serait possible d'illustrer votre propos sous l'angle de l'innovation, qui est aussi votre domaine professionnel? Quels peuvent être les aspects négatifs ou positifs de la gamification, même si évidemment j'imagine qu'il faut bien dialectiser ces aspects. Oui, alors de manière, si on prend un exemple positif, par exemple, quand on déploie un serious game pour sensibiliser des salariés aux aspects sécuritaires, c'est-à-dire quand on cherche à les prévenir de dangers potentiels qu'on peut rencontrer dans son entreprise. Par exemple, de ne pas marcher sous un échafaudage sans avoir mis un casque, de ne pas marcher en hauteur sans avoir pris le soin de s'harnacher. Donc, ce sont des gestes qui peuvent sauver la vie de quelqu'un. Donc là, évidemment, on est dans l'idée d'aider son prochain. Donc, on peut voir ça comme étant effectivement une approche euh, qui vise donc le bien-être de l'autre, une approche humaniste au sens large. Et puis, on peut avoir des emplois qui sont plus malveillants. Donc, par exemple, il existe des jeux qui vont, sous le couvert, par exemple, d'aborder des aspects écologiques, de manière insidieuse, vous dire, ben voilà, en fait, on ne peut pas faire le virage de l'écologie, du changement vers des énergies renouvelables sans faire l'utilisation ou l'usage d'énergie fossile. Et donc ça, c'est mis de manière insidieuse dans le fait que, premièrement, c'est présenté comme étant un jeu écologique qui aborde la question de l'écologie. Et puis d'autre part, le commanditaire, quand on gratte un petit peu, c'est un pétrolier. Donc à partir de là, on peut se poser la question de euh, la mise en place de tels jeux, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils visent. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, quand on creuse un petit peu la question, que c'est pas si simple que ça. C'est pas, on n'a pas d'un côté les jeux qui seraient positifs et les jeux qui seraient négatifs. Il y a aussi le contexte d'utilisation, il emploie. Par exemple, si je prends ce jeu sur l'écologie,
et que j'aborde le sujet en parlant de la complexité que c'est de faire cette transition. Qu'aujourd'hui encore, avec la COP28 qui vient de s'opérer, les choses ne sont pas simples. Mettre d'accord 200 pays avec évidemment des enjeux, des mises en tension pour chacun, c'est pas une affaire qui se règle comme ça en disant bah, on a les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Il y a des dimensions diplomatiques qui interviennent. Donc, à partir de là, on voit bien que on aborde la question de la complexité. Et donc, ça serait vraiment très manichéen de classifier les bons jeux, les mauvais jeux. Après, il y a d'autres aspects qui peuvent être plus insidieux, c'est sur la manière dont on propose l'activité de jeu. Par exemple, dans certaines sociétés, quand vous êtes dans un contexte on va dire, de réduction du personnel, parce qu'il y a des problèmes économiques, vous pouvez avoir des activités qui peuvent être vécues par certains salariés comme étant obligatoires. Par exemple, on va dire, la direction vous propose de vous mettre en groupe et de faire une chorégraphie en vous déguisant. La manière dont on perçoit cette activité, sachant que la direction doit être présente, c'est si je ne me plie pas à cette activité, peut-être que je vais faire partie des personnes qui vont être remerciées en bout de course. Donc, je vais jouer le jeu. Donc, à partir de là, on voit une espèce d'injonction à jouer qui peut être tacite et qui n'est pas forcément bien vécue. C'est-à-dire, je vais me forcer à jouer parce que quelque part, bah, je risque ma place dans la société. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit la même chose chez certains animaux, comme par exemple les rats. On voit par exemple des rats dominés qui vont volontairement proposer à des rats dominants de jouer à des jeux de combat qu'ils savent perdus d'avance. Ils n'ont aucune chance. Et donc, on peut se demander, mais quel est l'objectif d'un tel rituel pour un rat qui sait d'avance qu'il va perdre face à un rat dominant? Ben, c'est tout simplement sa place dans le groupe qu'il joue. C'est-à-dire que les rats qui se refusent à jouer à ce jeu-là se retrouvent exclus et finissent en général par dépérir. Et donc, on ne peut pas s'empêcher de faire ce parallèle entre ce qui se passe chez les hommes dans les sociétés et chez les animaux, certains types d'animaux. Donc, à partir de là, ça vient questionner aussi le rôle du jeu. Ce jeu, finalement, est-ce qu'on est si libre que ça d'y prendre part ou de pas y prendre part, notamment quand il s'agit finalement de sa survie, de sa place dans le groupe, de sa place dans la société. Donc, c'est tous ces aspects-là, en fait, qu'on essaye d'aborder de manière très simple, avec des exemples concrets, pour pouvoir amener le lecteur à construire sa propre réflexion sur le sujet. Merci pour tous ces éléments qui donnent envie de découvrir davantage l'ouvrage et d'y plonger avec vous. Euh, Est-ce qu'on pourrait à présent évoquer des façons dont on pourrait répondre à cette tension que vous avez évoquée grâce à peut-être une pensée de l'éthique et de la complexité du jeu? Oui, alors la question, c'est au niveau des aspects éthiques, c'est de s'interroger sur finalement les apports des jeux et les différences qu'il peut y avoir entre certains types de jeux. Alors, par exemple, quand on voit l'utilisation que les Français font du jeu vidéo, en se penchant par exemple sur les rapports du CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, moi j'ai épluché par exemple l'étude qui était proposée en 2021 et je me suis intéressé notamment aux aspects qui visaient à interroger les Français sur le pourquoi de leur consommation de jeux vidéo. Et on s'apercevait finalement que beaucoup de Français utilisaient le jeu vidéo de manière solitaire, derrière leur écran, et que même si certains disent pratiquer un jeu vidéo multijoueur. En fait, ils sont tout seuls chez eux et la plupart des jeux multijoueurs, finalement, nous ramènent à nous-mêmes dans le sens où c'est pas vraiment collaboratif. Par exemple, vous avez beaucoup de jeux où vous faites du top 1, c'est-à-dire vous devez être le dernier survivant. Donc, c'est chacun pour sa pomme. Donc, évidemment, vous pouvez à la marge communiquer avec des copains, jouer en groupe, etc. Mais
pour beaucoup, c'est une activité solitaire. Vous devez être le seul survivant. Vous avez des courses automobiles, vous devez être le premier à franchir la ligne d'arrivée. Donc vous êtes tout seul finalement. Et on vient chercher les autres uniquement pour compenser les intelligences artificielles, c'est-à-dire qu'on a besoin finalement d'avoir des réactions humaines comme adversaires finalement, parce que ça nous met à pied d'égalité, alors qu'une intelligence artificielle, c'est très rapide pour elle finalement de trouver les recettes qui vont faire qu'elle va gagner à tous les coups. Et donc à partir de là, quels sont les motifs qui amènent les Français à jouer? Et on s'aperçoit que pour beaucoup, c'est tromper l'ennui. C'est finalement un manque de stimulation qui peut potentiellement les amener à jouer. Et alors, ce manque de stimulation, encore une fois, si on fait le lien avec le monde animal, on s'aperçoit que chez les rats, quand on les sort du groupe, quand on les isole et qu'ils manquent de stimulation, ils vont se mettre à jouer. Ils vont se mettre à jouer de manière solitaire puisqu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et donc, il y a, d'après Claude Banch, qui a mené cette étude, ou qui a du moins rapporté cette étude, il nous dit, ben, il semble y avoir un, un lien entre le fait d'être face à un manque de stimulation et l'activité de jeu solitaire. Plus on est face à du jeu solitaire et plus on constate qu'en fait, on a été en manque de stimulation. Et donc, à partir de là, on peut se poser la question de savoir si dans notre société, au niveau des familles, au niveau des individus, on est finalement à de plus en plus de manque de stimulation externe et qu'on est obligé de le compenser par une forme de stimulation qui est liée à nos écrans, aux jeux qu'on peut avoir de manière solitaire. Alors on peut le lire comme ça, mais on peut aussi, puisque on est complexe et la société est complexe, aller chercher d'autres éléments. Peut-être qu'il y a aussi d'autres facteurs, comme par exemple le besoin de se réparer. C'est-à-dire que l'emploi du jeu peut être un moyen, finalement, de se dire, bon ben voilà, je vais finalement opérer une forme de résilience en jouant tout seul. Et j'ai besoin de ça avant d'aller au contact des autres. Et puis, le contact avec les autres nous amène aussi à une question, c'est euh, finalement ce qui est important pour s'intégrer dans une société, c'est de comprendre les autres, de communiquer avec les autres. Et pour ça, il y a d'autres formes de jeux qu'on appelle les jeux sociaux. Les jeux sociaux, par exemple, qu'on peut avoir avec les jeux de société, les jeux vidéo qui sont aussi multijoueurs, mais tout le monde dans le même canapé, tout le monde dans la même pièce. Comme les jeux apéritifs qu'on peut avoir sous forme de jeux de société, mais aussi sous forme de jeux vidéo, ce qu'on appelle les party games, sont autant de moyens d'opérer du jeu social. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi autant de Français s'adonnent à du jeu solitaire? Est-ce que ce sont une, une- une manière de se réparer par rapport à un monde du travail qui est devenu trop difficile? Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'il y a aussi d'autres facteurs qui interviennent? Et pourquoi on n'arrive pas aujourd'hui ou pourquoi on a ce déséquilibre entre jeu solitaire et jeu social? Et donc moi, ma recommandation, après avoir écouté plusieurs acteurs, c'est peut-être qu'il faudrait essayer de retrouver un équilibre, avoir un peu plus de jeu social, bien que le jeu solitaire soit très agréable à pratiquer, hein. Je ne dis pas il ne faut pas en faire, mais peut-être qu'il y a un gros déséquilibre actuellement, et ça vient questionner encore une fois le pourquoi, qu'est-ce qui nous amène à ça? Est-ce que c'est lié à un problème de résilience? Et puis ça vient aussi heurter de plein fouet la question de la notion de liberté. Est-ce qu'on est si libre que ça dans ces pratiques? Qu'est-ce qui nous conduit à faire ce jeu solitaire? Est-ce qu'on y est amené de manière automatique par des facteurs extérieurs ou peut-être par des facteurs internes, ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire le besoin de retrouver un équilibre et que l'organisme réclame. Mm, tout à fait. Est-ce que vous auriez également quelques pistes de réflexion à nous soumettre pour l'utilisation, par exemple, de l'emploi du jeu dans le monde du travail? Je sais qu'il y a des cadres d'entreprise qui nous regardent, et je pense que ces questions peuvent vraiment être au mérite d'être soulevées. Oui, alors peut-être que la première des recommandations, ça serait tout simplement
de connaître le rapport que peuvent avoir les employés avec le jeu. Le jeu peut peut-être ouvrir des vieilles blessures, c'est-à-dire des choses qui remontent au passé de chacun, voire à l'enfance. C'est-à-dire que, par exemple, à l'école, il y a peut-être des stigmatisations, des stigmates liés en fait à l'emploi du jeu ou des activités de jeu. Par exemple, j'ai jamais été choisi dans une équipe lorsque on faisait une sélection des joueurs dans chaque camp, ou alors j'étais le dernier à être pris, bon, ben, le maillon faible, parce qu'à la fin, il restait plus que moi. Ou alors, ben, je me sentais pas en capacité de jouer à certains jeux. J'étais pas assez rapide, j'étais pas assez adroit, habile, et donc c'est vrai que je perdais tout le temps. Donc bon, ben, j'en garde un mauvais souvenir. Et je me retrouve en entreprise, et là on me demande de jouer, et oh, mince, j'ai tout ça qui revient à la surface. Est-ce que j'ai vraiment envie d'exposer aux autres que je suis malhabile, que je suis peut-être encore une fois le dernier à être choisi pour rentrer, pour intégrer une équipe? J'ai pas envie de revivre ça. Et donc, quelque part, ben, quand on me parle de faire du jeu, j'ai pas envie. Voilà. Donc, à partir de là, c'est très important de se dire, OK, j'arrive, je vais proposer du jeu à mes collaborateurs. Est-ce qu'ils ont un rapport avec le jeu qui est finalement sans conséquence pour eux? Est-ce que je ne vais pas réouvrir des vieilles blessures? Ensuite, on peut se poser la question, par rapport au jeu qu'on va mettre en œuvre, si ça ne va pas détériorer le climat dans l'entreprise. Il peut y avoir, par exemple, des jeux qui sont déjà établis entre les collaborateurs. Par exemple, il y a des entreprises où le stress est intense, où la nécessité de jouer est importante. C'est des jours qu'il a mis en lumière, par exemple dans le milieu de la pétrochimie. Plus vous avez de risques, ou dans le milieu nucléaire, plus vous avez de risques, plus les employés ont besoin de compenser par du jeu. C'est finalement une forme de soupape. On retrouve cette idée de résilience face au danger, face au stress, sur lesquels on va essayer donc de se réparer ou finalement de créer une forme de divertissement qui va nous faire penser à autre chose et à oublier nos peurs, nos craintes, nos risques. Alors, par rapport à ça, on peut se dire, bon voilà, il y a des jeux tacites qui existent et moi j'arrive en tant que manager avec un nouveau jeu. Est-ce que le jeu que j'amène va pas venir détruire l'existant ou venir concurrencer les jeux qui sont déjà mis en place pour finalement permettre à mes collaborateurs de réguler leur stress, de réguler leur productivité. Là, il y a aussi un sondage à faire. Donc, premier conseil, sonder le terrain, voir ce qu'il en est, faire un état de l'art des jeux qui s'opèrent déjà, et puis de la relation que peuvent avoir les employés avec le jeu. Ensuite, on peut avoir la mise en place d'activités. Si on insère le jeu et que derrière on associe par exemple des trophées, des prix, on dit par exemple on va faire un concours d'innovation, on va dire bah voilà le groupe qui crée le meilleur projet innovant en utilisant le jeu se verra offrir un voyage. Et c'est Émilie Ruiz qui a détecté ça. Elle se rend compte que, par exemple, dans des entreprises, ça peut amener des climats de concurrence, et puis le climat va devenir délétère, puisque chacun va jouer finalement pour obtenir ce prix. Et ceux qui n'ont pas obtenu le prix vont finalement très mal le vivre, et puis il peut y avoir des phénomènes de sabotage. On va faire en sorte que ce soit notre projet qui soit pris, pas celui du voisin, donc on va le critiquer, on va le descendre en flèche. Donc tout ça nous amène aussi à voir que le jeu peut amener de la rivalité et que cette rivalité, elle doit être jugulée, elle doit être canalisée. Et puis d'autres personnes voient aussi l'aspect infantilisant. C'est-à-dire qu'il y a par exemple des plateaux de téléphonie où on va dire ben, celui qui fait la meilleure vente va gagner un goodies aujourd'hui. Bah, il y a des employés qui ont pas envie de jouer. Ils sont là parce que c'est purement une activité alimentaire et ils sont pas là pour faire une émission télévisée, entre guillemets, au travail. Donc, le jeu, c'est aussi la possibilité de se soustraire, c'est-à-dire de dire je refuse de jouer. Et donc, à partir de là,
il faut accepter et trouver des activités alternatives. C'est-à-dire, on propose du jeu, mais qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre pour celles et ceux qui ne veulent pas jouer? Voilà, donc il ne faut pas tomber non plus sous une espèce de dictature du jeu. C'est pas l'objectif. C'est pas parce que la société est gamifiée à plein de niveaux que le jeu est nécessairement bienvenu partout. Voilà, et il faut aussi cultiver sa rareté. On apprécie le jeu parce que c'est aussi quelque chose qui va nous sortir de l'ordinaire, qui va nous sortir un petit peu finalement de la tracasserie pour nous divertir. Et donc si le jeu commence à être synonyme de productivité à tout prix ou finalement de stress, mais quelque part, le jeu perd sa fonction, perd peut-être de ses fonctions, de ses attraits. Et donc à partir de là, bon, bah, ça vient finalement mettre à plat la stratégie qu'on avait essayé de mettre en œuvre pour essayer de fédérer peut-être ces équipes ou pour les rendre plus productives, plus heureuses, changer le climat dans le cadre de l'entreprise. Donc, sonder les personnes sur le terrain pour savoir quel est leur rapport au jeu. Et une fois qu'on met en place une activité de jeu, bien se questionner sur les conséquences que ce jeu peut induire dans le climat qu'on essaye d'améliorer. Merci pour tous ces apports éclairants. Je vous propose une ultime question qui vous concerne. Quelle va être votre actualité dans les prochains jours et les prochaines semaines? Je dirais que l'activité principale, enfin l'actualité principale, c'est la mise en place d'une Serious Game Jam que nous organisons à l'INSPE de Lille. Alors, une Serious Game Jam, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de hackathon, c'est-à-dire qu'on invite des personnes à venir se mettre en groupe et à réfléchir sur la mise en place d'un jeu sérieux qui va remplir ou qui va répondre à une problématique, à une thématique qu'on va proposer et qui sera dévoilée au dernier moment. Et donc, sur 3 journées, du 1er au 3 février 2024, nous accueillerons une soixantaine de participants pendant donc un moment convivial pour co-construire ensemble donc des projets de jeux sérieux. Et donc ça se passe à Lille, à l'Université de Lille et au Greta. Et donc les personnes qui souhaitent s'inscrire peuvent me contacter. Et puis à partir de là, je leur expliquerai comment s'enregistrer pour pouvoir participer donc à cet événement. Eh bien écoutez Julien, merci beaucoup pour cette interview. Je vous dis à bientôt sur Ludocorpus Avec plaisir. et une très bonne journée. À vous aussi. Merci Boris. Pour celles et ceux qui nous regardaient depuis notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les nouveautés dès leur diffusion. Merci et à bientôt sur Ludocorpus.